J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe dans le Bas-Rhin. 2 restaurants cachers strasbourgeois ont porté plainte parce qu'un livreur a refusé de prendre une course. Pourquoi? Parce qu'il ne livre pas pour les Juifs, a-t-il dit. C'est un reportage de David Brunet, Florian Paume, Kinson et Jeanne Cancard. On en parle juste après. Il est 21h jeudi dernier à Strasbourg, lorsqu'un livreur Deliveroo vient récupérer une commande. Il nous a posé la question, est-ce que vous êtes un restaurant israélite? Je lui ai répondu oui. Et je le vois s'en aller, et je l'interpelle en lui disant tu livres pas nos commandes parce qu'on est juif? Et il répond oui. Quelques instants plus tard, même incident dans un autre établissement cacher. D'après l'enquête interne de Deliveroo, il s'agirait du même livreur. Les 2 restaurateurs ont décidé de porter plainte. Cette personne aurait pu prendre ce sac, aller livrer une personne vulnérable et je ne sais quoi faire. Cette personne, elle travaille pour une grosse boîte qui aurait dû s'assurer du recrutement. Les livreurs travaillent en partenariat avec l'entreprise britannique sous le statut d'auto-entrepreneur. Le mis en cause n'avait jamais fait l'objet d'un signalement selon Deliveroo. Pour nous, l'antisémitisme, c'est inqualifiable, c'est intolérable, donc on agira. On est en train de mener notre enquête interne pour vérifier les faits. Si ce livreur s'est rendu coupable d'agissements antisémites, nous suspendrons, nous mettrons un terme à son contrat. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du Bas-Rhin. Si les faits sont avérés, l'auteur encourt une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les bras vous en sont tombés, Michel Chevalet. Je tombe des nues. Je tombe des nues, les bras m'en tombent quand on voit ça. C'est un exemple. C'est pas normal. C'est un exemple qu'il ne faut pas banaliser. C'est vrai, mais l'affaire de Miss Provence, c'est exactement la même chose. Valérie Benaïm qui est menacée de mort, c'est exactement pareil. Il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Il y a des abrutis absolument partout. Il ne faut peut-être pas en faire une généralité. Cela dit, il faut marquer le coup. La différence quand même, c'est que pendant longtemps, il y avait une forme d'antisémitisme qui est un antisémitisme dans l'entre-deux-guerres ou avant la Première Guerre mondiale, qui était même presque accepté, enfin qui était véhiculé naturellement, comme ça, dans les salons. Ensuite est arrivé un antisémitisme intellectualisé, avec les Drummond et autres personnages hyper dangereux. Et puis là, toutes les autorités disent que depuis maintenant quelques années, il y a un antisémitisme de banlieue. Je ne sais pas si ça touche le garçon qui est visé, là, le livreur, mais c'est un antisémitisme assez bêta, simplement il dit moi j'aime pas les juifs. Non mais Patrick, tout part de l'antisionisme qui est devenu de l'antisémitisme. Oui, souvent les gens disent c'est parce que moi je suis pour la Palestine que je vais être contre la... Ça j'entends bien. Mais c'est vrai que c'est effroyable, mais en même temps ce qui est rassurant c'est que tout de suite il y a plainte et tout de suite il y a focalisation devant les médias. Et j'espère que ce genre de personnages réfléchiront un peu plus tard aux conséquences de leurs actes qui sont dramatiques. On a entendu un des responsables de l'entreprise en question, Deliveroo, dire on va faire notre enquête et si c'est établi, effectivement, on prendra des mesures de sanctions, de licenciement. Mais attention, une entreprise, à partir du moment où elle a un contact avec le public, avec des consommateurs, elle doit, au moment du recrutement de son personnel, s'assurer, effectivement, que la personne ne pose pas, que l'employé ne posera pas de problème. Mais peut-être et vous avez, savoir en amont. Vous avez de plus en plus d'entreprises, et moi j'invite, mais vraiment toutes les entreprises qui ont un contact avec le public, au moment du recrutement, sans tomber dans la discrimination, attention, il ne s'agit pas de vous demander quelle est votre religion et quelle est votre orientation sexuelle. Ça, c'est condamnable par la loi, d'ailleurs. Il s'agit simplement de poser les bonnes questions. Est-ce que vous auriez une difficulté à livrer quelqu'un en fonction de... Et il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont organisées maintenant. On parlait des ADP, là. On a entendu tout à l'heure le patron. Moi, j'y suis allé lorsque c'était le prédécesseur de M. Romanet. Ils ont quand même retiré, l'année où j'y étais, donc c'était en 2016, 80 badges à des entreprises sous-traitantes pour suspicion de radicalisation, parce qu'en plus ça pose des problèmes de sécurité. Donc une entreprise qui a une activité sensible, une entreprise qui a des contacts avec le public, comme les collectivités locales, les mairies par exemple, qui ont des agents de service public, il faut s'assurer au moment du recrutement
tout en restant évidemment dans la loi, qu'elle ne posera pas de problème. Ce n'est pas uniquement un fait isolé et condamnable, c'est un fait qui relève aussi, je le dis, de la responsabilité des entreprises. Je vais vous redonner la parole, mais j'aimerais juste qu'on entende Noémie Madar. Bonjour, vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Merci d'être en direct avec nous. Vous dénoncez un antisémitisme de plus en plus présent au quotidien. Est-ce que de tels faits, comme on a pu le voir avec cette entreprise de restauration, hélas, j'allais dire, ça ne vous étonne pas finalement? Ça ne m'étonne pas plus que ça, et surtout, on est face à un fait qui devient banal. C'est l'enchaînement d'un fait, puis un autre, et on n'est pas uniquement face à un fait d'actualité, on est face à un antisémitisme qui s'installe, qui s'est installé. Ce n'est pas juste un antisémitisme bâtard, on est 6 mois après 6 ans après les attentats de l'Hyper-Cacher. Ce sont des personnes qui, parce qu'elles sont allées faire leurs courses, parce que juives, elles ont été tuées. Et la peur, ici, elle est particulièrement présente, puisqu'il suffit de dire qu'on est juif, il suffit de prononcer le mot Israël pour que potentiellement la personne qui est en face soit en danger. C'est le cas pour Miss France, c'est le cas ici, c'est le cas pour les commerçants du boulevard Rochechouart qui ont eu leur vitrine taguée. Et la peur ici, elle est particulièrement présente, sans qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'il est encore possible de faire pour endiguer ce phénomène qui devient structurel. C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait? C'est une prise de conscience collective qu'il faut avoir avec plusieurs axes. Un axe éducatif dans les écoles, un axe de formation auprès des corps intermédiaires, des juges, des policiers, des fonctionnaires, et un acte de sanction également. Parce que l'ensemble de ces actes, comme cette plainte qui va être faite, où elle atterrit, combien d'années de prison ou combien d'amendes va être condamnée la personne. Et c'est ça aussi, si la justice ne retient pas le caractère raciste, antisémite ou homophobe, comme c'est souvent le cas et comme nous y sommes trop souvent confrontés, la victime se sent démunie. Et finalement, même si 2 mois avant, nous en parlons sur votre plateau, lorsque la victime se retrouve seule face au juge, eh bien, elle se sent démunie. Et là, l'importance, la gravité des faits n'est pas vraiment retenue. Vous parliez de banalisation. Qu'est-ce qui explique cette banalisation? Qu'est-ce qui explique cette banalisation? Malheureusement, c'est aussi les 20 dernières années où au début des années 2000, le problème de l'antisémitisme, les écoles caillassées, les synagogues brûlées, n'a pas été pris à la hauteur de ce qu'il a pu et de ce qu'il aurait dû être pris. Et donc, ça s'est installé comme ça dans les écoles. Les enfants juifs qui ne peuvent plus aller dans les écoles publiques, c'est une réalité. Certaines universités aujourd'hui où les étudiants juifs ne posent pas un pied, certains endroits comme ça où on sait qu'il ne faut pas se balader avec une kippa, il ne faut pas se balader de façon identifiée sur les réseaux sociaux comme ça. C'est une forme de laisser-faire qui s'est installée, qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a des réactions vives comme dans ce type de moment-là, eh bien, les personnes se sentent d'une certaine manière en toute impunité. Il n'est plus possible de dire qu'on est juif ou de prononcer le mot Israël sans avoir peur. Et la peur, elle doit changer de camp. Mais en tout cas, en 2020, nous sommes face à une résurgence d'antisémitisme. Nous sommes ici après l'assassinat d'Otzara Torah de 3-4 personnes, après l'Hyper-Cacher, après Sarah Halimi, après Mireille Knoll. Et quoi encore? Et jusqu'où encore? Alors, Noémie Madar, vous restez en ligne avec nous, mais je voudrais faire réagir les personnes qui sont ici sur le plateau à ces faits très graves que vous dénoncez. Georges Fenech. Oui, moi je voudrais quand même rappeler que en nombre, les premiers à être victimes de discrimination religieuse, d'actes anti-religieux, sont les catholiques en France. Les premiers, en nombre. Ensuite, c'est la religion juive, et ensuite, c'est la religion musulmane. Et si vous prenez par rapport au nombre de populations, la population juive est minoritaire et elle rassemble à elle seule le plus grand nombre en réalité d'actes antisémites. Donc c'est quand même la religion la plus visée par rapport au nombre de populations. Moi ce que je crois, c'est que pour lutter contre ce phénomène, il faut, comme vient de le dire l'interlocutrice à l'instant, il faut
que la justice soit extrêmement ferme. Le législateur a voté les lois. Je me souviens, on a voté des lois quand même très fermes. Dès lors qu'il y a une connotation antisémite, par exemple, d'un crime, c'est la peine maximale qui est encourue. De même que pour tout ce qui est diffamation, qui est injure publique, raciale, etc., aujourd'hui, on peut faire de la prison et les peines d'amende sont très lourdes. Donc il faut effectivement qu'il y ait un véritable prise de conscience, mais en même temps, ces faits-là doivent être sanctionnés très fermement. Patrice Arditi. Georges, tu as parfaitement raison. Cela dit, je voudrais quand même qu'on m'explique le pourquoi d'une certaine frilosité et de la police et de la justice en général. Je vais prendre le cas d'une vieille dame, qui a été citée tout à l'heure, qui a subi un véritable massacre avec une foule de gens qui ont entendu des injures antisémites, avec des policiers derrière, mais ça n'a toujours pas été retranscrit. Je veux dire, on a freiné le fait que c'était un acte antisémite. Il a fallu du temps pour le reconnaître. Mais pourquoi du temps ? C'est vrai. Mais pourquoi du temps ? Quand quelqu'un arrive devant un garçon et lui dit sale pédé, on sait exactement ce qui se passe. Et on dit, eh ben voilà, ce type, il est... Mais là, non. Pourquoi cette frilosité à chaque fois qu'on parle de ces débordements, et c'est un euphémisme également, envers les Juifs, quoi. Dans ce que disait Noémie Badar, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire l'éducation. Oui. Puisque visiblement, on est face à des abrutis ou des gens qui n'ont pas de perspective, pas de culture, qui ne savent rien de rien. Il faut leur apprendre. Il faut apprendre progressivement aux gens les conséquences dramatiques que peuvent avoir des gestes comme les leurs, même s'ils leur paraissent extrêmement banals. Mais voilà, il faut aussi répéter ce qu'a été l'Holocauste, répéter pourquoi cette population est évidemment sur les charbons ardents, parce qu'elle a vécu le pire du pire, 6 ou 7 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est naturel que les Juifs veuillent se défendre. Après, il ne me paraît pas absurde qu'on puisse distinguer le fait d'être juif ou pas juif, d'aimer les juifs ou pas aimer les juifs, mais ça devrait être absolument sanctionné depuis la loi Guesso, depuis 20 ans, mais qu'on puisse aimer les actes du gouvernement israélien actuel ou pas, ça me paraît naturel et ça doit faire partir du débat public. Paul Davor a entièrement raison, c'est l'éducation, la culture, etc. Sauf qu'aujourd'hui, combien de professeurs osent parler ou enseigner la Shoah dans leur lycée? On va y venir sur la une du Figaro. On va y venir. Je voulais juste faire réagir Noémie Badar, justement, avant à vos propos, Patrick Poivre-d'Arvor, il me semble. Oui, si je peux ajouter, nous avons publié avec le JDD et l'IFOP un sondage, une étude en septembre où nous avons interrogé 800 jeunes pour savoir, dans leur classe, comment avait été enseignée la Shoah. Il y a un élève sur 10 qui répondait que dans sa classe, il n'a pas été possible d'enseigner la Shoah. Il y a 2 élèves sur 10 qui répondaient que dans leur classe, il a été très compliqué d'enseigner la Shoah. S'il est impossible de parler dans une classe de la République française de la Shoah de 6 millions de morts il y a 70 ans, comment voulez-vous qu'aujourd'hui en France, les Juifs de France puissent se sentir en sécurité? Et sur la question d'Israël, critiquer la politique d'Israël, c'est une chose, comme critiquer la politique de tous les autres pays, comme on aime le faire en tant que Français. C'est aussi ça, c'est ça être citoyen. Mais c'est différent de critiquer la politique d'un pays que de prononcer le mot d'un pays et d'entraîner immédiatement une déferlante de haine. C'est ce qu'on voit dans les universités. Aujourd'hui, les étudiants juifs n'osent plus prononcer le mot Israël, même dire qu'ils vont en vacances en Israël, qu'ils ont la famille en Israël, par peur de devoir inlassablement se justifier de la politique israélienne, de la politique autour du conflit. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et c'est ça le racisme. Il se trouve là, le racisme. Sur un stade, il y a quelques jours, ont été tagués des tags antisémites. Il y avait écrit « Youpin » sur une partie du tag et il y avait écrit « Free Palestine » sur l'autre partie du tag. Si là ne se trouve pas un lien intrinsèque, direct entre la haine d'Israël en tant que pays et en tant qu'État,
avec l'antisémitisme, je ne sais pas ce qu'il faut aujourd'hui. Alors, je rebondis déjà sur la première partie de votre réponse. Vous dites que la Shoah est difficile, enfin, dans certains établissements, il est difficile de parler de la Shoah. Mais regardez la une du Figaro qui s'appuie sur un sondage qu'on a déjà d'ailleurs commenté, mais là, le Figaro, témoignage à l'appui, il revient en disant que près de la moitié des enseignants s'auto-censurent. Ils sont contraints à l'autocensure. On est 3 mois après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty et que, voilà, 49% des enseignants disent s'être déjà autocensurés dans leurs enseignements autour des questions, cette fois religieuses, et autour de la laïcité, Georges Fenech. Oui. L'école n'est plus le sanctuaire qu'elle a été et qu'elle aurait dû rester. Aujourd'hui, l'école est attaquée de toutes parts par d'autres valeurs que les valeurs de la République. Donc moi, comme tout le monde, nous attendons quoi? Nous attendons qu'effectivement ce projet de loi pour réaffirmer les principes républicains rentre en application. Et d'abord, il faut qu'il soit discuté évidemment au Parlement pour faire en sorte que l'école soit à l'abri de ce genre de choses. Donc on prévoit maintenant que c'est un délit de faire pression, par exemple, sur les enseignants s'ils veulent faire un enseignement sur le fait religieux, par exemple. On a vu, hein, l'affaire Samuel Paty, c'est parti de là. Hein, cette montée en puissance, ce lynchage ensuite sur les réseaux, c'est parti d'action des parents. On l'a bien vu. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sondage... C'est ce qu'il dénonce d'ailleurs dans le Figaro, hein. Certains enseignants qui s'indignent, qui s'inquiètent en tout cas de l'interventionnisme de certains parents. Oui, alors justement, il est prévu, je vous le disais, un texte plus répressif à cet égard pour protéger l'école et les enseignants. Mais quand vous entendez qu'un enseignant sur 2 s'auto-censure, pour ne pas parler de ceci ou de cela. Il dénonce aussi un manque de soutien. Vous avez toute la question aussi des cantines, des piscines. Tout cela a gangréné l'école républicaine. Un homme courageux s'est élevé il y a quelques années, un inspecteur de l'académie, M. Aubin, qui avait fait un rapport alarmant. Mais il y a quoi, il y a au moins 10 ans de ça. Le rapport... 2004. C'est ça, mais il y a même 15 ans. Il n'a pas été publié, que je sache, à l'époque. Parce qu'on mettait ça sous le boisseau, sous le tapis, on ne voulait pas en parler. Aujourd'hui, eh bien, c'est la vague qui submerge les écoles. Il va falloir rattraper ça, il va falloir ramer pour rattraper et faire en sorte que l'école de la République devienne véritablement et redevienne l'école de la République. Alors, on va continuer d'en parler. Je remercie Noémie Madar, mais avant cela, là, une petite pause et bien sûr le journal de 15h.